Bonjour à tous, je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn et de la chaîne YouTube du même nom. On est là pour mon bilan de lecture de décembre 2021, je sais même plus quelle année on est là, 2021, où j'ai lu 20 livres. Alors, je vais commencer, donc je vais vous faire un peu, c'était plutôt un bon cru, pas mal de livres. Alors il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, des choses que j'ai un peu moins aimées. Le premier, je vais aller assez vite parce que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. En fait, j'ai lu le tome 3 de la sélection de Kirakas. Donc, qui est la suite, en fait, c'est le premier, c'est la sélection. Le deuxième, c'est l'élite. Et le troisième, c'est l'élu. Et du coup, voilà, c'est dans la même veine. C'est du young adult, un peu fantasy, un peu dystopie. Alors, en fait, il y a un mix vraiment de The Bachelor et de Hunger Games. En gros, sauf que à la fin du Hunger Games 1, vous mourrez pas et en fait, vous épousez le prince. En gros, c'est The Bachelor et donc c'est les éliminations. Mais pourquoi il y a un côté un peu Hunger Games? C'est parce qu'il y a différentes sections, différents districts qui sont un peu comme dans Hunger Games, vous avez une seule tâche. Donc voilà. Si vous aimez ce genre, franchement, soit vous l'avez déjà lu et vous connaissez, donc c'est pas la peine que je m'y apaisante. Et si vous connaissez pas, ben je vous le recommande. C'est très léger, pas du tout. C'était vraiment une lecture quand ça va pas et pour vous vider la tête. Et moi, honnêtement, je crois que j'ai lu les 3 en 48 heures, quoi. C'est vraiment pas compliqué et voilà. Je passe pas plus longtemps parce que c'est pas le genre de lecture, je pense, qui nécessite un gros feedback et je pense que ça va pas intéresser la plupart d'entre vous. Le livre suivant que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Enfant de salaud de Sorche Chalandon. Euh, Honnêtement, j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises parce que j'étais en pleurs. C'est vraiment un livre magnifique et pour moi, je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. En gros, c'est un peu plus ou moins autobiographique de Sorche Chalandon et en gros qui se passe pendant le procès de Klaus Barbie. Et du coup, Sorche Chalandon, qui est journaliste à l'époque, va couvrir le procès de Klaus Barbie qui se passe à Lyon. Il est originaire de Lyon et donc son père habite à Lyon aussi. Et en gros, son père, donc on comprend bien, en fait on comprend assez vite, son père en fait il pense qu'il est, en fait, il a toujours été du mauvais côté pendant la guerre, on va dire. Donc, on se dit certainement un collabo. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus ouais, inattendu que ça. Et clairement, oui, il a une relation très conflictuelle avec son père, ou qui n'est pas quelqu'un de bien. Et c'est assez intéressant de voir oui, on le dit dans le quatrième de couverture, hein, que c'était un collabo. Donc en fait, je vous dévoile rien en disant ça. Donc ils disent d'ailleurs le salaud c'est ce père qui m'a trahi. En fait, je sais pas comment en parler parce que donc en fait on a plusieurs chronologies. On va suivre à la fois donc le procès de Klaus Barbie et à la fois l'enquête que Sorge Fernandon fait sur le passé de son père. Il pense qu'il arrive à un moment de sa vie où il a besoin de savoir ce qui en était de son père. Et c'est vraiment extrêmement émouvant. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur la Seconde Guerre mondiale, pour être honnête, même s'il se passe dans les années 80-90, je crois. Et du coup, en fait, je sais pas quoi en parler. C'est un des livres les plus émouvants, les plus beaux, les plus justes que j'ai vus sur cette période. Et je pense que c'est la première fois où on voit un peu l'autre côté. C'est-à-dire, on a toujours si on écoute alors maintenant c'est plus trop le cas, mais si on écoute tous ceux qui étaient à cette période, tout le monde était résistant. Bon, ben là c'était bien de voir une autre facette de la guerre. Voilà. Donc, et l'écriture est magnifique. Ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres Georges Chalandon. Donc, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, alors, je l'ai fait pas du tout dans l'ordre dans lequel je l'ai lu et totalement, j'ai une pile, je l'ai fait dans cet ordre-là. Les sorts de Montmort de Jérôme Loubry. C'était la première fois que je lisais du Jérôme Loubry. J'avais vu pas mal de bonnes choses sur lui, notamment sur les refuges. Sauf que les refuges sortaient pas parce que j'ai pas précisé, mais dans le Traveling Challenge en décembre, le pays c'était l'Irlande. Le
et il fallait qu'il y ait soit de la neige sur la couverture, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, soit ça soit une comédie romantique de Noël. Donc j'en ai 2 comédies romantiques de Noël, donc c'est pour ça qu'il y en aura, sinon j'en lis pas, vous savez. Alors, c'était la première fois que je lisais du Jérôme Laubry. Tout le monde est plutôt fan des refuges que j'ai, donc je le lirai. Mais voilà, alors là on va suivre Julien Perrault qui vient d'être nommé chef de la police de Montmort, qui est un petit village isolé, perdu au milieu de je sais plus où. Et alors qu'il s'imaginait atterrir dans un petit village du bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues propres et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose d'étonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Alors, et on va suivre Julien, et en parlant, on va suivre une journaliste qui est amenée par on ne sait pas qui dans ce a posteriori. En fait, on sait qu'il y a eu un drame dans ce village, et elle va suivre donc la journaliste va lire le dossier du village, de ce qui s'est passé, du drame qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Et en parallèle, donc on a 2 temporalités, on va suivre je pense que c'est quasiment une nuit, les quelques jours, on va dire, du début où Julien Perrault arrive. Alors c'était prenant, pour le coup, c'était vraiment intéressant de voir. Par contre, j'ai pas trop aimé. En fait, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que c'était trop. En fait, je sais même pas. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je peux pas vous dire parce que l'écriture c'est prenant, donc c'était intéressant. C'était. En fait, ça l'a pas fait. Je sais pas. Je peux pas vous dire parce que. Alors, il y avait un petit côté surnaturel au début. On se dit, on comprend pas, tout le monde perd la boule. Il y a un truc, il y a une sorte de. Il y a une mythe des sorcières sur ce gros rocher, sur cette bonne montagne. Donc, il y a un côté un peu surnaturel qui, en fait, est expliqué. Donc, c'est pas vraiment surnaturel. Maintenant, à la fin, j'ai vraiment eu tout ça pour ça. Voilà, pour moi, ça a été tout ça pour ça, clairement. Même si c'était vraiment prenant parce que je me demandais réellement qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi est-ce que tout le monde pète un plomb comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment ça peut s'expliquer. Donc on passe par toutes les hypothèses, etc. Mais j'ai été un peu déçue, voilà, de la fin. On va dire c'est ça. Bon, ça m'empêchera pas de dire les refuges parce que je pense que c'est son meilleur et on verra. Et si les deux ça le fait pas, bon je me dirais que Jérôme Laubry c'est pas mon style. Et puis voilà. Alors, ensuite on va lire, je sais même pas lequel. Alors, Christina Loren, Un Noël sans fin. Clairement je l'ai lu parce que c'est dans le thème de la romance de Noël. Donc en gros, on va suivre Maëlyn Jones, tout le monde appelle Maë, qui en fait a 25 ans, quelque chose comme ça, 26 ans. Elle passe Noël en famille avec... en fait, ses parents ont tout un groupe d'amis qui se sont fait à la fac. Et tous les ans, tous ces gens avec leurs enfants passent Noël dans un chalet, pardon, qui est quelque part aux États-Unis, je ne sais plus où dans l'Utah. Voilà, dans l'Utah. Et ils ont ce chalet où ils ont plein de souvenirs d'enfance, plein de souvenirs, etc. Et donc, Maë, elle est là avec son frère et elle est là avec ses 2 meilleurs amis d'enfance. Enfin, un de ses meilleurs amis d'enfance, c'est le grand frère dont elle est amoureuse depuis qu'elle a 15 ans, quelque chose comme ça, 13-14 ans. Et voilà, Noël se passe. Il s'est passé un truc et en fait, à chaque fois, en fait, elle meurt. Et elle recommence la journée. C'est un peu, c'est pour ça que ils ont joué sur le Un jour sans fin, comme le Un jour sans fin, le film, ou alors chaque fois il va recommencer la même journée, etc. Et du coup, elle va essayer comme elle sait ce qui se passe, les gens la regardent, elle est un peu bizarre parce qu'au bout de la 4e fois ou 3e fois qu'elle revient, elle dit bon bah toi ne mange pas le cookie, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et du coup, les gens la regardent un peu les trucs. Et en fait, ça l'oblige à être un peu... En fait, ne pas penser que... quand elle commence à penser que les gens ne vont pas se souvenir et qu'elle va pouvoir recommencer, elle est moins soumise à la pression de ce que les gens vont penser d'elle. Et du coup, elle commence à être un peu plus... à penser un peu plus de faire ce qu'elle a vraiment envie de faire, sans se soucier, on va dire, un peu des conséquences.
Et en fait, ça va découler sur des choses un peu particulières et un peu auxquelles elle ne s'attendait pas. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, non, j'ai bien aimé, je me suis vraiment laissée prendre. Et 3 semaines après, je me rappelle quand même bien, 2 semaines après, je me rappelle quand même bien. Alors que c'est ce genre de lecture où en général, sitôt lu, sitôt refermé, vous avez déjà oublié. Là, franchement, j'ai vraiment aimé. Je pense que je pourrais facilement la relire. C'était pas drôle comme l'autre que j'avais bien aimé, qui était Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Mais je me suis bien laissée prendre dans celui-là. Donc pour moi, une bonne lecture de Noël, de comédie romantique de Noël. Je vais prendre un petit peu de café parce que j'ai pas... Alors, Sally Rooney, Normal People. Alors, c'était pas la première fois que je le lisais, c'était la deuxième fois. Je l'avais déjà lu en anglais il y a quelques années, il y a 3 ans. Je pense qu'il était sorti aux États-Unis, enfin en Angleterre, aux États-Unis. Sally Rooney, elle est irlandaise, c'est pour ça que je l'ai lu. Et dans ce livre, on va suivre Connell et Marianne qui ont grandi dans la même petite ville en Irlande. Lui, c'est un garçon qui joue au football américain, qui est le garçon vu lycée, alors qu'elle, c'est la solitaire un peu chelou, un peu maladroite. Sauf que lui est pauvre, elle est riche. Et en fait, il y a un truc qui se produit, l'étincelle se produit, le fils de la femme de ménage et un téléothène connaissent ensemble leur premier amour. Et en fait, on va suivre ces deux, Connell et Marianne. Je vous dis pas tout parce que je trouve qu'ils disent quand même beaucoup de choses. On va suivre Connell et Marianne régulièrement, on saute quelques périodes, mais on va les suivre au fil du temps sur 3-4 ans, je dirais. Ouais, 3-4 ans. Où après ils deviennent à la fin, ils finissent le lycée, et c'est deux très bons élèves, ils vont ensuite à la fac et ils se retrouvent dans la même fac, etc. Et on va suivre en fait leur histoire d'amour en ricochet, je sais pas comment dire, par période. En fait, on va les voir par intermittence et voilà. Donc c'est un roman, ils disent un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe, les errances affectives et intellectuelles d'une génération qui n'a plus le droit de rêver mais qui s'entête à espérer. Alors, pourquoi je l'ai relu Je l'avais lu la première fois en anglais et j'avais pas compris la hype qu'il y avait autour de ce livre. Pour moi, c'est un livre qui a rien de particulier, qui est pas ouf, qui est assez classique. Ça me rappelle un peu One Day que j'avais vraiment aimé, mais ah oui, alors ils sont beaucoup plus ténébreux, beaucoup plus, il y a beaucoup plus, on aborde un peu la maladie mentale, ce genre de choses, donc c'est en ça qu'ils sont un peu, voilà, c'est un truc un peu neuf, mieux, mais j'avais pas compris. Je me suis dit là, il est paru en français, tout le monde paraît en parle, il y a une grosse hype autour de ce livre. Et je me suis dit, écoute Fanny, peut-être que c'est en anglais, t'as pas tout vu, toutes les subtilités, relis-le en français. Bon, bah non, je comprends toujours pas. Honnêtement, c'est pas un mauvais bouquin, c'est un bouquin qui est vraiment agréable à lire, et voilà. Mais, il casse pas 3 pattes à un canard. Pour moi, voilà, il est sympa sans plus. Je comprends pas pourquoi ça en fait toute une histoire. Honnêtement, j'ai lu des livres bien plus sympas qui ont eu moins de bruit autour d'eux. Donc, je sais pas, est-ce que c'est dû à la personnalité de Sally Rooney, qui est quelqu'un qui a l'air assez, enfin pour moi, que je trouve mystérieux, qui a l'air intéressant, donc certainement. Le livre est bien, je ne veux pas vous dire que c'est pas un mauvais livre, que j'ai pas apprécié ma lecture, mais voilà quoi. Voilà. Alors, on va lire, alors je pense celui que j'ai le moins aimé peut-être de tout le mois, qui est Cher Père Noël, sors-moi de là, de Ena Fitzbell, qui est une autre comédie romantique de Noël avec de la neige en couverture, donc ça rentrait bien, ça faisait plein de points pour mon challenge, donc pour ça que je l'ai pris. Et je l'ai pris parce que Ena Fitzbell, à la base, elle est toulousaine, donc et elle travaille dans un centre de recherche. Donc je me suis dit, tiens, ça me donne envie, puisque je fais de la recherche, donc ça me dit, tiens, pourquoi pas, et que je suis toulousaine, lisons ce livre. Alors, on va suivre Fleur et Arnaud. Donc, Fleur, elle est élève vétérinaire à Paris, donc à Maison Alfort, et elle a un petit chien qui est un petit carlin, et elle se réjouit de rencontrer Arnaud Gentil. En fait, ils vont tous les deux, c'est son sauveur tombé du ciel, parce qu'en pleine grève nationale des transports, quelle surprise, il va la conduire dans le sud, où elle doit fêter Noël chez sa mère. En fait, leurs mères sont amies, eux, ils se connaissent pas, mais ils vont faire du covoiturage pour aller dans le sud.
Alors, je trouve que le plot, c'est un plot classique de comédie romantique, des ennemis to lovers, ce genre de choses. En gros, on voit bien que, bien sûr, ça commence mal, ils s'aiment pas, ils sont très différents. Elle est très fleur bleue, un peu contre la pollution, elle aime les animaux, alors que lui, c'est un mec qui travaille à la défense, arrogant, qui a un gros SUV qui pollue. Donc voilà, ils ont tout pour ne pas s'entendre. Alors, pourquoi ça l'a pas fait? Parce qu'au final, l'histoire, elle n'était pas désagréable à lire. C'est que j'ai trouvé les personnages, et surtout Fleur, extrêmement chiants. Enfin, vraiment, j'ai envie de dire, moi, je l'aurais balancé de la voiture. Et lui, pareil. En fait, ils font plein de non-dits. Dans leur tête, on voit... En fait, ce qui est bien, c'est qu'on va passer d'un chapitre à l'autre, donc on voit ce que pense l'autre à chaque fois, à quel moment. Et donc ça j'avoue, j'aime bien. J'aime bien savoir et ne pas... ah ben pourquoi il a fait ça? Après, on sait pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a pensé réellement, et inversement, elle. Je trouve qu'il suffisait qu'ils se parlent un peu plus pour que dès le départ il n'y ait plus d'histoire. Bon, alors en effet, s'ils se parlaient, il n'y aurait pas d'histoire, on est d'accord. Mais en fait, les personnages sont vraiment chiants. Vraiment. Lui, ça passe encore. Alors je sais pas, mais elle m'a gonflé, je sais pas pourquoi. Elle m'a vraiment gonflé. Et ils prennent alors un troisième personnage qui n'est là que pour, on va dire, pour le ressort dramatique de l'histoire, mais qui est un hyper bizarre. Honnêtement, moi, je l'aurais laissé sur... C'est sûr, c'est un serial killer sur le bord de la route, ce stopper. Moi, je l'aurais pas pris. Alors, il est les petits oiseaux, les petites fleurs, mais moi, il est trop bizarre. Donc, en fait, les personnages n'ont pas fait. Je pense que l'histoire aurait pu marcher, mais moi, les personnages, ça n'a pas fait. Peut-être Arnaud. Et je pense que quand il tombe enfin dans les bras l'un de l'autre, ça commence à le faire un peu, mais pareil, pas mal de quiproquos, de trucs. Et à la fin, alors, deuxième point négatif pour moi dans cette histoire en plus des personnages, c'est que en fait le début est hyper long, ils se détestent pendant hyper longtemps. Et genre, ils se tombent dans les bras l'un de l'autre en une demi-page, ça y est, c'est fait, c'est bon. J'ai envie de dire, non, on développe un peu plus. C'est-à-dire que à la fin, ça a fait comme un soufflet qui est retombé. Vraiment. Elle a monté le chose, c'est très très lent, voilà, et d'un coup, c'est très court. Bon, je m'appose un petit pas plus parce que j'ai pas aimé, donc je vois pas pourquoi je vous en parle autant. Mais voilà, donc c'était Cher Père Noël, sors-moi de là. De qui? De Ena Fitzbell. Alors, autre livre qui était la lecture commune du mois de décembre, c'est pour ça que je l'ai lu, Lucinda Riley, Lounge de Marchmont Hall, en 700 pages. Je me suis rarement auto-énervée pendant un bouquin. Je détestais le personnage. En fait, on va suivre 3 générations de femmes. Donc, il y a la première qui s'appelle Greta, sa fille qui s'appelle Cheska et sa petite fille qui s'appelle je sais plus comment. Et en gros, on va suivre l'aventure au sortir de la guerre de Greta, qui va rencontrer David, bon, peu importe, qui est son ami David Marchmont, donc du Marchmont Hall. En fait, elle va faire, on va vraiment suivre, en fait, il y a plusieurs temporalités. Il y en a une dans les années 2000, je crois, ou 90, un truc comme ça, je sais plus. Où Greta... est-ce que c'est quoi? Je sais même plus quel... Ah oui, 85, pardon. Noël 85, ça commence. Et ensuite, de Noël 85, on va revenir, on va retracer toute la vie de ces 3 femmes. Donc, en fait, l'histoire que... Je peux pas trop vous en dire trop, mais c'est vraiment... Ça se lit très vite, hein. Je l'ai lu, ça fait 700 et quelques pages, je l'ai lu pareil en 2-3 jours max. Donc c'est très prenant, ça se lit hyper facilement, c'est du Lucinda Riley. Hein. C'est ça qui est hyper amusant avec Lucinda Riley, c'est que je le lis très vite, je suis prise dans l'histoire, mais j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a un côté harlequin. J'ai trouvé moins harlequin là dans celle-là. Beaucoup moins que dans Les 7 sœurs où j'avais trouvé ça un peu... voilà. Mais j'ai détesté le personnage principal initial, Greta, où je trouve que c'est une égoïste de ouf et bien évidemment une très mauvaise mère qui va faire que ça va avoir des conséquences désastreuses sur sa descendance, sur sa fille et sur sa petite fille. Et par ricochet sur sa petite fille. Et franchement... Je me suis tellement énervée, c'était tellement visible l'impact que
ça aurait d'être une aussi mauvaise mère. Alors en fait, c'est pas une, elle est pas genre elle a pas battu, elle a pas, mais elle a obligé à faire certaines choses, pas du tout glauque, pas du tout voilà, mais ça se voyait ce manque, ce problème affectif que sa fille aurait. Va déclencher des tempêtes et va être vraiment énorme et ça se voyait tellement gros sur au milieu du, enfin comme le nez au milieu du visage, que du coup ça m'a énervée parce que c'était prévisible de ce qui allait se passer pour la génération d'après. C'était tellement prévisible. Par contre, c'était extrêmement intéressant de lire comment c'était le Londres de après-guerre, juste après le Blitz, parce qu'on en parle pas mal. Également, comment ça se passe, le Hollywood des années 80 avec, genre, on voit Dynasty, Dallas, un peu ce genre de choses. C'était très intéressant. Par contre, oh là là, qu'est-ce que je me suis énervée. Mais je dirais que j'ai presque plus aimé que les 7 sœurs. Ouais, j'ai presque plus aimé. Mais c'était énervant. Voilà. Bon, si vous aimez du Cinderella, je pense que vous aimerez celui-là. Si vous êtes intéressé par les sujets dont je viens de parler, voilà. Maintenant, il faut passer outre Greta. Alors, un que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Derniers Jours de Rabbit Eyes. Alors celui-là, je l'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Et je l'ai lu parce qu'Anna McPartlin, elle est irlandaise. En gros, on vous le dit dès le début, donc et même dans le titre, Rabbit Eyes, elle va mourir. Elle lui reste 9 jours. C'est ce qui reste à vivre à Mia Eyes, qu'on a surnommé Rabbit. Et en fait, après plusieurs mois de combat contre la maladie, c'est une Irlandaise bien trempée. À son chevet, famille et proches se relaient en un joyeux ballet de souvenirs. Donc en fait, il y a pas mal de souvenirs. Et également, entre les silences, gaffes et fous rires, toute la vie de Rabbit ressurgit. Alors, l'enfance, l'adolescence, Johnny, son grand amour, et Juliette, sa fille de 12 ans. Une certaine idée du bonheur. C'est un livre qui est extrêmement sur l'émotion, sur le rire, alors on rit alors que vraiment elle meurt, c'est quand même une situation extrêmement difficile, mais c'est tout le souvenir de Rabbit Eyes qui était depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle meure. Elle a 45, un truc comme ça, 42, 41, ou quelque chose comme ça. Et cette famille, elle est complètement avec des caractères très forts et beaucoup d'amour, et ça se sent. Et vraiment, c'est je pense presque la famille qui vous aimeriez avoir. Enfin, en tout cas, moi, j'adorerais avoir cette famille. Et vraiment, c'était ouais, très émouvant de voir les derniers jours d'une femme à caractère fort et que malheureusement, un cancer ça peut avoir des conséquences néfastes. Après, tout le monde, il y en a qui s'en sortent, heureusement, mais là, c'était pas l'histoire. Et vraiment, c'était quelque chose de ouais, très émotionnant, très émouvant, pardon. Je suis fatiguée. Très émouvant. Par contre, ouais, trigger warning à ne pas lire, peut-être si vous avez ou quelqu'un de vos proches a un cancer. Ensuite, j'ai lu, alors je voulais présenter les deux ensemble, même si j'ai pas du tout pensé à la même chose. Le tome 1 et 2 de Annette Hancock, de Fleurs de cadavre et Trompe-l'œil. Alors, je les ai bien lus dans l'ordre. Donc, Fleurs de cadavre, les deux, ils ont de la neige, donc c'est pour ça qu'ils rentrent dans le challenge. Alors, on va suivre un duo d'enquêteurs, On va suivre un enquêteur qui s'appelle... je ne sais même plus comment. L'inspecteur Eric Schaeffer et la journaliste, le personnage principal, c'est la journaliste Héloïse Caldan, qui est journaliste. Ça commence un peu comme Millennium, où elle a fait un truc, elle a fait un gros article qui s'est avéré être, les sources n'étaient pas fondées, peu importe, donc elle est un peu à prendre du recul et à pas sûr... et à ne pas savoir si elle va pouvoir continuer au journal, bon blablabla. Entre-temps, honnêtement, alors, je vais pas passer beaucoup de temps sur celui-là parce que j'ai pas aimé celui-là. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas trop apprécié et j'ai vraiment préféré le tome 2. Et du coup, je me rappelle assez peu du tome 1. En gros, elle reçoit... Ah si, c'est vrai. En fait, elle reçoit des lettres. Héloïse Caldan, qui est donc journaliste à Copenhague,
elle reçoit des lettres de Anna Kiel. Et Anna Kiel, elle est très célèbre parce que c'est la principale suspecte dans un meurtre d'un notable du coup danois. Et elle comprend pas, elle la connaît pas, pourquoi est-ce qu'elle m'écrit. Surtout qu'elle écrit en disant, en faisant toutes ses lettres avec, puisqu'on me prive de ta présence, Héloïse, donne-moi au moins par tes mots la douce essence de ton être. Donc voilà, elle finit avec ça. Elle sait pas qui c'est, elle sait pas pourquoi, et elle fait que lui écrire. Et du coup, la police qui est sur le meurtre essaie de comprendre pourquoi elle écrit. Il y a quelque chose qui se perd. En fait, on finit par comprendre le lien qu'il y a entre les deux, donc voilà. Mais sans plus. Parce que Héloïse, elle est. En fait, j'ai pas du tout aimé Héloïse, j'ai pas du tout aimé le personnage principal. Et j'ai vraiment préféré le flic Eric Schaeffer. Et voilà. Et d'ailleurs, je trouve qu'Eric Schaeffer est plus présent. C'était beaucoup plus sur Héloïse. Et là, Héloïse est toujours présente, mais c'est plus sur Eric Schaeffer. Et là, donc, dans le tome 2, il y a, oui, Lucas, un Nicolier qui a disparu. Le seul indice, c'est son profil Instagram qui révèle sa passion pour la pareidolie, un phénomène qui donne l'impression de distinguer des visages sur des objets. Et en effet, j'avais jamais fait attention, mais il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont dédiés à la pareidolie. Et en fait, en gros, il se trouve que... Alors pourquoi ah oui, Héloïse, elle est en gros sur le père de Lucas, c'était son médecin, et elle était là quand on l'a appris. Et la meilleure amie de Héloïse est dans la même école, sa fille est dans la même école, pardon, que Lucas. Donc c'est comme ça, et c'est Eric Schaffer qui est en charge de l'enquête. J'ai vraiment préféré celui-là. Je trouve que les personnages étaient moins... Héloïse était moins chiante. Parce que j'ai vraiment... En fait, moi, quand le personnage principal ne me plaît pas, ben, c'est un peu difficile. Et là, je trouve qu'elle était un peu moins présente et un peu moins chiante. Ses réactions étaient un peu plus... Je pense qu'il y avait tout le secret du premier qui était au moins... ça, c'était derrière nous et on savait pourquoi il était un peu bizarre. Mais celui-là, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et ils disent un thriller psychologique subtil et haletant sur la vengeance, les illusions optiques et les blessures émotionnelles. Et je me suis pas laissée surprendre tant que ça par la fin, mais quand même un petit peu. Donc ouais, un bon polar. Pas un coup de cœur, mais sympa. Alors, un autre que j'avais hâte de lire, et donc c'est un des premiers que j'ai lu en décembre, c'est le Nicolas Beuglé, le dernier Nicolas Beuglé, Le Passager sans visage, qui est le tome 2 sur l'inspectrice Grace Campbell, qui on avait suivi dans le premier. C'était le dernier message que j'avais bien aimé, mais sans plus, je préfère son autre héroïne, Sarah. Grace Campbell, c'est une Écossaise qui a un secret. On sait qu'elle a un secret dans le premier, on ne sait pas ce que c'est. Elle a une pièce dans son appartement où il y a des choses et on ne sait pas ce que c'est. On le sait très vite dans celui-là, puisqu'elle l'ouvre, je pense, dans le premier ou deuxième chapitre. Donc on sait à peu près ce qui s'est passé. On sait maintenant pourquoi Grace, elle avait certaines choses du premier qui s'éclairent. Mais elle a un mot anonyme qui est laissé sur son paillasson. Voilà, attends, je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, elle va mener l'enquête parce qu'il y a un mot sur son paillasson qui va faire que elle va mener l'enquête sur ce qu'elle a vécu enfant. Alors, c'est bien écrit, c'est du Nicolas Beuglé, moi j'aime bien. Et là, pourtant, je pense que c'est clairement celui que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Il y a des choses qui sont très bien, mais il y avait trop. Il y a trop. Trop de thèmes, trop de sujets, trop de choses. Honnêtement, je pense que vous pouvez voir tous les thèmes qui peuvent exister dans les polars, bah, vous les avez tous couverts là. Et je pense que sur 350 pages, bah, ça faisait trop. Il y avait trop de thèmes. Pour moi, il y avait trop de thèmes. Tout. Ouais, mais tout. Je pense à n'importe quel thème, il y avait. Et je trouve que ça en faisait trop. Je trouve que, comme ses précédents, il aurait dû peut-être... Il aurait dû peut-être se limiter à un ou deux thèmes. Là, il y en avait trop et du coup, j'ai trouvé que c'était overwhelming. Il y en avait vraiment... Enfin, c'était... du coup, je dis, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il va mettre là? Ça va être ça. Ah bah tiens, voilà. C'est vraiment trop de trucs, trop de trucs. Je peux même pas vous imaginer. Je peux même pas imaginer qu'il y en ait autant. Il y avait un truc qui était vraiment bien avec le joueur de flûte de Hamelin. Et ça, j'ai trouvé génial. Et je pense qu'il aurait dû s'arrêter là et pas en rajouter d'autres thèmes. C'était suffisant comme thème.
principal. Et je pense qu'après, il y a eu plein de... Et d'ailleurs, c'est le thème, c'est le train principal, hein, celui-là. Mais je trouve qu'il y en avait après... ouais, trop. Après, il a voulu trop mettre. Donc voilà. Après, c'est plaisant, ça se lit facilement. Mais pour moi, voilà, il y avait trop de thèmes. Trop de thèmes. Il aurait dû rester sur ce premier... sur cette première idée, cette première lancée et pas en mettre autant. De mon point de vue. Je lirai quand même le prochain parce qu'il y a un truc qui se passe à la fin qui fait que j'ai envie de lire le prochain. Donc voilà. Ensuite, j'avais un roman graphique qui est Dans les bois, qui est un roman graphique un peu horrifique, vous voyez. Et c'est plein de petites histoires qui sont censées faire peur. Et du coup, j'ai trouvé que le livre est tellement beau que j'ai eu envie de l'acheter. Maintenant, donc ça s'appelle, pardon, Dans les bois de Émilie Carroll. Bon, j'ai pas vraiment eu peur, j'avoue. J'ai pas vraiment eu peur, même si je trouve que le graphisme est très beau et j'aurais bien aimé avoir eu plus peur, on va dire. Mais je le redirai, honnêtement, je me rappelle pas, c'est plein de petites histoires. Mais j'ai bien envie de le relire quand même. Donc voilà, si vous aimez ce genre de graphisme, ouais, je sais pas si voilà. Ça peut être des choses un peu... voilà, qui peuvent faire un peu peur. Mais je trouve que le graphisme est très beau. Et c'est rare, je trouve, et moi j'aime bien ça, d'avoir de la littérature, du BD, du roman graphique terrifique. Et du coup, c'est vraiment pour ça que je suis contente de l'avoir. Maintenant, bon, ça aurait pu être plus effrayant. Alors, un autre roman graphique, mais totalement à l'opposé, qui est La jeune femme et la mère de Catherine Meurice chez Dargaud. Alors, je trouve que c'est un des plus... c'est une très très belle BD. J'adore Catherine Meurice. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. La BD est magnifique. L'objet est magnifique. Il y a des planches magnifiques. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vraiment magnifique. Maintenant, je savais déjà que c'était un risque pour moi en y allant. Parce que, en gros, c'est la poésie qu'on peut rencontrer lorsqu'on vit au Japon. C'est la poésie japonaise. Non, mais ces planches, elles sont magnifiques. Mais, alors, je reviens, désolée, c'est un peu brouillon. Je voudrais peindre la nature, déclare la jeune dessinatrice française débarquant au Japon. Donc en gros, c'est Catherine Meurice, on va dire, qui débarque au Japon pour comment ça s'appelle, pour rester pour un machin d'écrivain. On fait souvent pour les écrivains. Pour un... Ah, c'est quoi le nom? Pour une résidence d'écrivain ou résidence d'artiste. Voilà, pour une résidence d'artiste. Et elle débarque quelques mois au Japon. Et du coup, c'est toute la poésie de la nature japonaise, etc. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas... Et même si vous me suivez un peu, vous savez que c'est pas du tout mon truc. Et... voilà, ça l'a pas fait avec moi. Je pense que c'est un livre une BD qui est très poétique. Le graphisme, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, et les couleurs sont magnifiques. J'ai trouvé que les couleurs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau encore dans ce livre. Maintenant, c'est sur toute la poésie asiatique, japonaise que vous pouvez avoir. Ça le fait pas pour moi dans les livres. Bon, ça le fait pas plus en roman graphique. Alors, un de mes livres préférés de décembre, j'en ai encore 4. Un de mes livres préférés de décembre qui est American Predator de Maureen Callahan. On va suivre dans ce livre, c'est une histoire vraie, et on va suivre un tueur en série qui est le tueur de l'Alaska. En gros, il a commencé en Alaska. Dans la nuit du 1er au 2 février, la jeune Samantha Koenig, en Alaska, termine son service dans un petit stand de café battu par la neige et le vent. Le lendemain matin, elle n'est toujours pas rentrée. Une caméra de vidéosurveillance apporte vite la réponse. On y voit un inconnu emmener l'adolescente sous la menace d'une arme. Commence alors une véritable chasse à l'homme qui permet au FBI de mettre la main sur un suspect potentiel, Israel Case. Un noble qui semble pourtant au-dessus de tout soupçon. Honnête travailleur et père d'une petite fille.
En fait, dans l'enquête, c'est une enquête que Maureen Callan a fait. Elle a accès à tout ce que le FBI et la police a pu avoir. Et elle va retracer le parcours de meurtrier d'un prédateur au modus operandi glaçant et qui a sévi pendant plusieurs années. Et en fait, ce qui fait très peur, et je me dis dès le début, vous avez une carte tout au début et vous voyez le nombre de... En gros, on comprend vite que c'est le nombre de victimes potentielles ou réelles de Israel Case. Et c'est... En fait, c'est vrai, c'est une histoire vraie qui a moins de 10 ans. Et du coup, c'est extrêmement flippant, d'autant que là, ça s'est passé, enfin, il était en activité comme moi, j'habitais aux États-Unis. Et du coup, je me dis, j'aurais très bien pu tomber sur lui. Et en fait, c'est vraiment flippant. Et c'est tellement flippant que c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Elle va pas dans le... On n'est pas en train de flipper en disant, oh là, il y a un gosse, qu'est-ce qui va se passer? C'est flippant dans la description et dans la reconstitution de l'enquête qu'elle fait. C'est un true crime. Et c'est vraiment la description de l'enquête, alors romancer un peu parce qu'en fait on va suivre, elle va imaginer ce qui s'est passé dans la tête à certains moments de Israel Case, mais honnêtement je pense que c'est un des livres les plus flippants que j'ai lus de ma vie. Donc voilà, tout en n'ayant pas du tout dans le style Dragon Rouge ou Hannibal Lecter, mais c'est une histoire vraie, ce qui en fait la rend d'autant plus flippante. Donc vraiment, je recommande, c'est un de mes livres qui est dans mon top cette année. Pardon, vraiment que je boive un peu. Bon. Alors, le prochain, c'est le Sanatorium de Sarah Pierce. Qui m'avait vraiment... Je trouve la couverture est magnifique. Et clairement, s'il y a un livre que j'ai lu à cause de la couverture, c'est celui-là. On voit, c'est un hôtel... enfin, en tout cas, un hôtel qui ressemble à un hôtel sur un lac dans la montagne. Et ça se passe en Suisse. Donc, du coup, j'étais un peu étonnée. Je voulais voir... interloquée, je voulais voir... Pas interloquée. Intéressée, ça m'a interloquée. Donc, c'est pas interloqué. Bon. Un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe, une femme qui disparaît lors de ses fiançailles, une tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde, un corps mutilé, un huis clos terrifiant. Et alors, ce thème du huis clos en pleine montagne dans un truc de luxe, c'est très courant. Le premier, le plus commun, le plus connu, c'est Shining. Il y en a d'autres avec... je crois Frank Tilles en a fait un, Maxime Chatham aussi, etc. Donc c'est assez courant. Clairement, on n'est pas au même niveau que Shining. Pourquoi? En fait, il y avait tout est bon, mais j'ai trouvé que c'était... D'ailleurs, j'ai qu'un petit... ah oui, parce que l'héroïne... Alors, encore une fois, moi, mon problème, là, ça, c'était l'héroïne. J'ai trouvé l'héroïne antipathique. Il y a tout un truc familial un peu louche qui s'est passé parce qu'elle retrouve son frère en fait. C'est les fiançailles de son frère, c'est pour ça qu'elle est là. C'est une anglaise, ouais, c'est une anglaise, je crois, irlandaise, enfin, qui arrive pour les fiançailles de son frère. La fiancée de son frère, c'est son ancienne meilleure amie, mais ils se parlent plus depuis des années. On se comprend qu'ils avaient un autre frère, mais qui n'est pas là. Et en fait, il s'est passé un truc et elle déteste son frère, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en fait, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de non-dits et beaucoup trop... En fait, c'est la personnage principale était vraiment chiante, encore une fois. Et quand je n'accroche pas avec les personnages principaux, quand j'ai... Presque à un moment, j'avais envie de dire, mais oui, qu'elle meure et qu'on en finisse. C'était vraiment ça, quoi. C'était, j'en avais rien à faire, qu'elle vive, qu'elle meure. Ben, je trouve qu'elle était horripilante au max. Et du coup, c'est dommage parce que toute l'histoire pourrait être bien si je m'étais un peu attachée au personnage. Je trouve que ça ferait un très bon film honnêtement, ou une très bonne série. Vous voyez les séries un peu genre Le Chalet et tout ça, ce style-là d'ailleurs, c'est un peu le même thème où ils sont bloqués, ils peuvent bloquer. Mais ça serait un très bon, je trouve une très bonne série, ou un téléfilm en quelques épisodes. Par contre, oh là là, qu'il la rende un peu plus... Il faudrait un bon jeu d'acteur pour la rendre un peu plus attachante, un peu plus... pas complètement névrosée, parce elle est complètement névrosée, elle s'en cache pas depuis le début, mais on voit pas les raisons derrière sa névrose. Vraiment, pour le coup,
Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais ouais, non, j'ai pas aimé le personnage principal, donc j'ai pas aimé le livre. Alors, tout est tombé. Un autre, et j'en ai plus que deux. Un autre qui s'appelle Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue, je sais pas comment on le dit. Alors, Emma Donoghue, elle a écrit un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu en film parce qu'il y a une adaptation qui s'appelle Room, que j'avais trouvé génialissime. Et j'ai bien envie de le lire. J'attends d'oublier l'histoire parce que j'aimerais bien être resurprise par l'histoire. Et là, je me rappelle encore trop. Mais, donc, là, c'est tout à fait un autre style. C'est en pleine pandémie de grippe espagnole. L'ancien monde est en train de s'effondrer. À la maternité, des femmes luttent pour qu'un autre voie le jour. En gros, on va passer 3 jours à Dublin en 1918, qui est ravagée par la guerre et une terrible épidémie, donc la grippe espagnole. Et en gros, on va passer 3 jours pareil, en huis clos quasiment. Ils peuvent sortir, mais c'est le maximum, le principal de l'intrigue se passe dans cette salle pour les mères ou les femmes enceintes qui sont atteintes de la grippe espagnole. Et du coup, on les sépare des autres femmes enceintes qui vont avoir un bébé, parce que pour pas qu'elles se contaminent entre elles. Et on va suivre le personnage principal, c'est une jeune, voilà, Julia Power, c'est une jeune infirmière qui a 30 ans quand même. À l'époque, c'était, voilà, qui s'occupe de son... Elle va avoir 30 ans d'ailleurs, on fête son anniversaire dans les 3 jours. Et elle est toute seule, en manque de tout. Et elle se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine. Elle n'a que l'aide d'une jeune orpheline bénévole qui s'appelle Bridie Sweeney. Et des conseils de Kathleen Lynn, qui est recherchée qui est un docteur, mais qui est recherchée par la police. Donc une femme doctoresse, je sais pas comment on dit, dans les années début du siècle, en 1918. Ça court pas les rues, et en plus elle est rebelle parce qu'elle était membre du Sinn Féin, je sais plus comment on dit, qui est en gros pour l'indépendance de l'Irlande, je crois. J'ai adoré. Je trouve que c'était rare, c'est très rare d'avoir autant de descriptions d'accouchements, parce qu'il y a eu plusieurs accouchements pendant ces 3 jours. Je trouve dans les romans, dans la littérature, et je trouve que c'est bien parce que il y a une sorte de tabou autour de ça, de l'accouchement, de comment ça se passe, de qu'est-ce que sont, et de la réalité d'un accouchement, surtout au début du siècle où c'était vraiment, il y avait une mortalité beaucoup plus importante. On voit aussi le sort qui est réservé aux filles mères en Irlande à ce moment-là. Et j'ai trouvé pour le coup là des personnages qui étaient en nuances, attachants, même s'ils sont pas parfaits. Et j'ai trouvé vraiment que c'était ça qui fait que on s'intéresse réellement à ce qui se passe dans cette salle, à ce qui se passe. Et tous les personnages ne sont ni noirs ni blancs, ils sont tous gris, ils ont tous une profondeur que j'ai vraiment vraiment appréciée. Donc ouais, un très bon livre. Pas un coup de cœur non plus, mais pour le coup, j'aurais pas pensé aimer autant. Voilà. La fille qu'on appelle de Tanguy Viel. Alors ne vous fiez pas au nombre de post-it, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Alors, pourtant je sais qu'il a eu beaucoup de succès, il a été sur les shortlists de pas mal de prix. Je crois pas qu'il en ait eu un au final, je sais plus. Mais il était sur la shortlist du concours. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas sur... Et pourtant, le sujet, pour moi, est hyper intéressant. Hyper intéressant, et je trouve que c'est pour ça que je suis un peu déçue. Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Lecor est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses 20 ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement. Alors, pourquoi j'ai pas aimé ? J'ai trouvé que c'était extrêmement prévisible, que... il y a quelques passages qui sont quand même bien, et voilà, mais c'était prévisible. Et en même temps, c'était pas du tout réaliste. Je sais, alors je suis un peu biaisée parce que j'avais écouté le Masque et la Plume, les critiques, et en fait, il y avait vraiment 2 clans et j'avoue que je suis du côté de ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui ont trouvé ça prévisible, de ceux qui ont trouvé
que ça faisait pas sens. La fille, alors, ce que je me dis, elle est censée être mannequin. Elle est sur tout. Et encore, parce que je me rappelle, il y a des moments où il passe et dit ah, on la voit sur les abribus, tous les abribus de France Navarre, et elle n'a pas un rond, elle sait pas comment faire. Elle a un côté neuneux presque, oie blanche, et sans réaction sur rien. Son père voit pas. Je trouve que le personnage de Max, son père, il est quand même, c'est un des plus attachants, et je trouve que ça c'est plutôt bien. Il y a des méchants qui sont caricaturaux. Alors, si c'est vraiment ça, que ça se passe vraiment comme ça, en gros, la mafia qui est derrière chaque ville moyenne de France et de Navarre, ça me fait un peu peur quand même. Et je me dis, j'ai trouvé caricatural et pas réaliste. Je sais pas comment expliquer. Alors que le sujet est extrêmement intéressant. En gros, on comprend bien, c'est l'histoire de Darmanin et voilà, c'est en gros l'abus de pouvoir, hein, et pour avoir obtenir des faveurs sexuelles contre un appartement, contre ouais, contre un appartement, contre un travail. Et j'ai trouvé que les personnages étaient... En fait, je sais pas expliquer si c'était trop passé ou pas. Il y avait Je trouve que c'était caricatural et qu'en même temps, ils réagissaient pas assez. Je trouve que les flics sont caricaturaux aussi. Enfin, ouais, un sujet qui est... Alors, je regrette pas du tout et je trouve que c'était très intéressant de le lire et donc je vous conseille si vous voulez lire vraiment si le thème vous intéresse. Pour moi, je trouve que voilà, c'était pas... ça l'a pas fait. Ouais, c'était pas un peu trop caricatural. Le dernier, désolé, on est beaucoup plus long, mais j'ai lu pas mal ce mois-ci. C'est John Boyne. Il n'est pire aveugle. Alors, on va suivre Audran Yates, qui est prêtre dans les années 70, qui devient prêtre dans les années 70 en Irlande. Donc on va le suivre depuis l'enfance, le séminaire. Il va passer 1 an au Vatican. Et ça va être hyper intéressant. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas d'ailleurs à ce moment-là sur le Vatican. C'était vraiment très très intéressant. Et jusqu'en 2010, où en fait il y a tout le scandale de la... Ils le disent pas dans la 4e, mais on comprend assez vite. 40 ans plus tard, la dévotion d'Audran est rattrapée par des révélations qui ébranlent la foi du peuple irlandais. Qu'est-ce qui a pu se passer en Irlande, dans les prêtres c'est quoi le scandale? Bon, vous le comprenez assez vite. J'ai trouvé très très bien. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée à Audran. Je trouve qu'il n'est pas si blanc, si noir que ça non plus. Parce qu'il comprend qu'il s'est voilé la face quand même au bout d'un moment, qu'il aurait dû comprendre et qui a été un peu bené, un peu naïf. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Nous on le voit arriver, on sait ce qui se passe, donc on le voit arriver, on se dit mais mon Dieu, comment tu peux ne pas le comprendre? Comment tu peux ne pas le comprendre? Et je pense qu'à un moment il y a cette réalisation là de oui, c'est facile de se voiler la face, il s'est voilé la face et il aurait dû bouger. Et je trouve que par contre c'est pas forcément à charge, alors c'est quand même fortement à charge pour l'église catholique et pour le Vatican, et pareil pour Jean-Paul II, j'ai découvert un côté très sombre de Jean-Paul II que je ne connaissais pas. Ça m'a un peu étonnée. Contrairement à Jean-Paul I qui était le pape qui restait moins de 30 jours je crois pape, et on est au Vatican pendant cette période-là, qui était quelqu'un de justement qui avait l'air de vouloir vraiment faire changer les choses, et donc il y a tout un débat sur est-ce que c'est lui, est-ce qu'il est mort vraiment d'une crise cardiaque ou est-ce qu'il y a eu un assassinat, et donc on revient là-dessus. Donc c'est quand même intéressant, et en fait on a pas mal de allées venues dans de back and forth temporel. On passe de 1964 à 1980, 1973 à 2010, enfin voilà. Et on joue avec le temps, et je trouve que j'ai trouvé ça passionnant, vraiment, et très bien écrit, et ouais, une de mes bonnes lectures de 2021. Donc vraiment, je vous conseille Il n'est pire aveugle de John Boyne, sur un sujet sensible. Attention, trigger warning si besoin, mais voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et je vous remercie, c'était beaucoup plus long que d'habitude. Et je vous dis à très vite. Au revoir.